Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous, vice-président du Front National. Dites-moi, vous avez tweeté hier, vous n'étiez pas le seul d'ailleurs, après l'évacuation de l'église de Sainte-Rita dans le 15e arrondissement de Paris. Je vous lis, évacuation musclée à des fins immobilières quelques jours après l'égorgement du père Hamel. Quelle indécence. Indécence, c'est le mot vraiment ? Oui, c'est le mot minimum à mon avis. Minimum. Oui, Pourquoi ? Écoutez, moi je trouve qu'effectivement le lendemain des obsèques du père Hamel, qui a quand même été égorgé dans son église, on sait que les Français sont en deuil, et plus encore les catholiques, voir cette évacuation violente, musclée. Enfin, il y a des vidéos qui circulent avec un prêtre à terre qu'on tire par terre, des enfants de chœur qui sont emmenés par les CRS, etc. Je veux dire, tout cela est extrêmement choquant. Voilà, extrêmement choquant. Et on se dit que le sens des priorités de l'action publique du gouvernement n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'on aimerait voir et on attend cette détermination, cette fermeté, non pas dans de paisibles églises qui n'ont rien demandé à personne, mais dans cette centaine de mosquées terroristes qu'on devrait fermer rapidement. On va y venir. Mais donc, si je vous suis bien, il aurait fallu attendre. En clair, ça n'est pas le moment. Les forces de l'ordre ont mieux à faire. Non, mais ça n'est ni le moment. Je veux dire, on est quand même quelques jours après l'égorgement de ce prêtre. Mais ça n'a aucun rapport. Ni la méthode. On est bien d'accord. On sait qu'il y avait des élus locaux, on sait qu'il y a toute une communauté qui de se croyants. Sont organisés pour venir parce qu'ils savaient qu'il y avait l'évacuation. Il y a toute une communauté qui essaie de trouver une autre solution, puisqu'en plus le but est de remplacer cette église par un parking et des logements. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un projet immobilier, de spéculateurs immobiliers derrière, et que tout cela quand même n'est pas vraiment acceptable. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pris conscience de où se trouve le problème en France ? C'est-à-dire que moi, je ne vois jamais ce genre d'image concernant des mosquées terroristes où prêchent la haine. Des mosquées terroristes ? Oui, des mosquées radicales, il faut appeler les choses par leur nom. Des mosquées terroristes, c'est-à-dire des foyers potentiels du terrorisme islamique qui pourraient toucher demain notre pays une nouvelle fois. Est-ce que vous seriez ému de la même manière si il y avait eu une évacuation musclée d'une mosquée qui ne soit pas, comme vous dites, une mosquée terroriste ? Mais vous n'avez jamais vu ça et vous ne verrez jamais cela. Ah, pour quelle raison ? Mais parce que là, vous auriez tout le gouvernement dans la rue pour nous expliquer que la République tremble sur ses fondations. Écoutez, on a mis 6 mois de prison avec sursis à un charcutier traiteur qui a déposé des lardons dans une boîte aux lettres de mosquée. Alors, c'est un geste crétin, c'est un geste stupide, que les choses soient claires, et qu'il faut condamner, qu'il y ait une amende probablement, et qu'il y ait un rappel à la loi. Mais 6 mois de prison avec sursis pour avoir déposé des lardons dans une boîte aux lettres de mosquée. Je veux dire, sauf à considérer que la justice française... Qu'est-ce qui vous choque dans le fait que je ne sais pas ce qui peut motiver une condamnation aussi lourde. Si ce n'est l'application d'une sorte de loi islamique. Bon, donc il y a deux poids. Si ce n'est l'application d'une sorte de. Donc la justice est aux ordres de l'islam. Finalement, non, mais c'est ce que on a le sentiment qu'il y a l'intériorisation d'une espèce de délit de blasphème. Parce que qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Expliquez-moi. 6 mois de prison avec sursis, c'est très lourd en France. Pour des lardons, ce qui est stupide, encore une fois, que les choses soient claires, ce qui est stupide, ce qui ne doit pas être fait, ce qui doit être condamné, y compris par la justice. Mais 6 mois de prison avec sursis, le procureur demandait même 6 mois ferme avec une détention immédiate pour des lardons dans une boîte aux lettres. Donc je veux dire, si ce n'est pas un délit de blasphème qui peut expliquer cela, il faut m'expliquer ce qui peut le justifier. Je voudrais qu'on revienne à Sainte-Rita. Pour que les Français quand même comprennent bien, mais ils le savent, parce qu'ils savent qu'il y a un dysfonctionnement de la justice. Dans le même temps, à Bayonne, un type qui, lui, a été condamné pour apologie publique du terrorisme, menace de mort réitérée en disant, en hurlant publiquement, il faut égorger 2 à 3 000 Français, je vais les égorger moi-même. Lui, il a pris 1 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire 6 fois moins que celui qui a déposé 3 lardons dans une boîte aux lettres. C'était pas le même tribunal, c'était pas le même parquet. Oui, c'est la même justice française qui rend la justice au nom du même peuple de France, normalement. La priorité aujourd'hui, c'est de fermer ces mosquées terroristes, ces mosquées radicales. Il faut le faire rapidement. Et de ne pas évacuer, de ne pas faire respecter la loi, puisque l'évacuation, elle était prévue. Il y avait même des travaux prévus au mois d'octobre 2015. On doit pouvoir trouver une solution, une autre solution, et on doit faire les choses avec dignité, avec mesure. On doit aussi tenir compte du calendrier. La France est en deuil, et les croyants catholiques plus encore. Je pense qu'on doit mettre notre action ailleurs, notre vigilance, notre fermeté ailleurs. Et on doit agir. Les Français sont légitimement choqués par ce qui se passe. Monsieur Cazeneuve nous dit il y a 20 mosquées. Est-ce que dans cette église, il y avait, oui ou non, des gens d'Action française, des intégristes catholiques ? Est-ce que c'est une église qui, à un moment donné, n'a pas été reconnue par le Vatican ? Bon, les choses ont évolué. Mais manifestement, elle pose problème et la vente de cet immeuble a été faite. Non, elle ne pose pas de problème. Qu'il y ait des groupes ou des groupuscules, probablement, bien sûr.
Mais je veux dire, ces gens-là, au moins, ne vont pas égorger les gens dans d'autres lieux de culte. Ces gens-là ne posent de problème à personne. Ils ont leur propre foi, leur propre croyance, leur propre rite. Très bien. Ce ne sont pas ceux qui sont partagés par la majorité des Français, mais ils ont le droit d'exister. Cette Église ne posait de problème et de trouble à l'ordre public pour personne. Ça signifie que vous montrez du doigt quand même les musulmans. Alors, on ne va pas dire la communauté musulmane, parce qu'il y a des gens que ça dérange qu'on dise la communauté musulmane. Mais, y compris moi, oui. Je pense qu'il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Française, oui. Mais justement, quand on dit il y a les catholiques d'un côté, est-ce que ça pose pas problème? Est-ce qu'on n'est pas en train, vous, moi, tout le monde, finalement, de remettre des pièces dans le jukebox, d'attiser la haine de l'autre quand on parle de religion? Et on est en train d'en parler. On est censé parler d'amour, on est censé parler de pardon, de miséricorde. Oui, enfin ça c'est le monde des bisounours. La réalité, c'est qu'il y a eu... C'est le monde que défend le pape. Le pape. Vous parliez de l'église Saint-Rita. Oui, on peut en parler après si vous voulez du pape. Mais il y a eu 250 morts là depuis 18 mois. On est d'accord. Au nom du terrorisme islamiste. Il y a eu un prêtre égorgé. Il y a eu le massacre de Nice, 84 morts, dont des enfants, dont des familles. Il y a eu le Bataclan. Il y a eu Charlie Hebdo. Il y a eu l'Hypercacher, etc. Tout ce que vous savez. Je ne parle pas... quand je parle d'égorgement, je parle de ce qui existe, c'est-à-dire l'islamisme radical. Et je ne parle certainement pas de nos compatriotes musulmans. Mais je crois que personne n'avait fait la confusion. Je pense que sans cesse dire que lorsqu'on parle du terrorisme islamiste, c'est donc faire l'amalgame avec les musulmans, les Français musulmans, c'est dramatique. Je veux dire, qui dit cela ? Le gouvernement dit cela, dit souvent non, en réalité vous parlez des musulmans, vous parlez des Français musulmans. Non, pas du tout, le Front National n'a jamais parlé des Français musulmans. Il dit que nos compatriotes musulmans, ils ont tout autant intérêt que les autres à ce qu'on lutte contre l'islamisme, et beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs à nos côtés pour lutter contre l'islamisme. Il en va de leur sécurité, il en va de notre sécurité collective, de notre sécurité à tous. Mais je pense qu'il ne faut pas être aveugle. Il y a aujourd'hui un immense problème. Il y a ce terrorisme contre lequel on ne fait rien, et ça ne date pas d'hier, puisque... Non, on ne fait rien. Quand on continue... Écoutez, on apprend hier soir qu'un réfugié afghan est recherché à Paris pour acte de terrorisme imminent. Voilà. Je veux dire, nous, quand il y a un an... il est recherché. Ou même avant les attentats. Ça veut dire qu'il est identifié. Oui, mais même avant les attentats, le Front National expliquait seul qu'il fallait arrêter avec ce flux de migrants, ce flux de réfugiés incessant, et qu'allaient se nicher parmi ces réfugiés des terroristes, des gens qui allaient vouloir nous violenter ou nous tuer. On nous expliquait qu'on était parano, qu'on surfait sur les ports, etc. Non. En réalité, on avait parfaitement raison. J'entends bien. Et je crois que la classe politique est complètement aveugle. Quand je vois qu'on ne remet pas en cause la politique d'immigration, quand je vois qu'on ne ferme pas ces mosquées terroristes... Adel Kermiche, il n'est pas réfugié? Il était étranger. Adel Kermiche? Non, pas Adel Kermiche. Je parle de ce qui s'est passé à Nice. À Nice, il était tunisien. Et il était tunisien à Nice, celui qui a tué 84 personnes, et blessé des dizaines d'autres. Oui. Et il avait été déjà condamné par la justice. Attendez, on va faire les choses les unes par les autres. Donc il n'y a pas que des réfugiés, il n'y a pas que des étrangers. Non, il n'y a pas que des réfugiés. Et c'est un fait établi des ressortissants français. Toutes les personnes mises en cause dans les attentats terroristes ont un lien avec l'immigration. Soit ce sont des étrangers, c'est le cas de Nice, 84 morts. Qui avait un lien avec l'immigration parce que issus sur une première, deuxième ou troisième génération. Un Tunisien qui avait été, soit c'est un étranger, comme ce Tunisien à Nice qui avait déjà été condamné, qui aurait dû être expulsé de France, mais c'est vrai que Sarkozy a supprimé la double peine, donc malheureusement il n'y a plus cette expulsion automatique. Soit ce sont des binationaux, et nous estimons que depuis bien longtemps, notamment les gens fichés S, les binationaux fichés S doivent perdre leur nationalité française et ensuite être expulsés. Soit effectivement ce sont de simples Français. C'est pas le cas mais excusez-moi, ce sont de simples Français qu'on a rendus français par un code de la nationalité beaucoup trop laxiste, code de la nationalité qui a fabriqué des Français qui en réalité n'avaient ni l'envie, ni la volonté, ni l'ambition de devenir véritablement français, de partager nos valeurs, nos lois et notre manière de vivre. Il y a les bons Français, les autres Français. Un Français qui tue ses compatriotes, on a le droit de dire que c'est un mauvais Français. Je pense qu'on a encore le droit de dire ça dans la police de la pensée générale, mais je pense que... Il n'y a pas de police de la pensée générale, je vous rassure, en tout cas pas ici sur RMC, mais non, la parole est libre. Non, je ne parle pas ici, mais un peu quand même. Florian Philippot, vous regardez combien de police de la pensée. Je voudrais comprendre comment, j'entends ce que vous dites, moi je veux bien, comment on fait le tri ?
comment on fait le tri? Eh bien, d'abord... Puisque c'est bien de tri que vous êtes en train de nous parler. S'il faut, enfin voilà, dire lui il est bon et lui il est mauvais. D'abord, il faut remettre en place une dynamique de l'assimilation républicaine qui soit plus forte que la dynamique du communautarisme. Parce qu'il est certain que la radicalité et le terrorisme trouvent souvent un vivier dans l'enfermement communautaire, dans le communautarisme. Donc trouver ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Oui, mais comment on réussit l'assimilation? Pas simplement avec des bougies, des slogans, etc. On réussit l'assimilation d'abord si on arrête le flux d'immigration. L'assimilation donc. Oui, l'assimilation, on l'a réussi si on arrête le flux d'immigration, parce qu'on n'y arrivera pas en faisant encore entrer 200 000 personnes légalement par an, plus les réfugiés, les clandestins, etc., qui sont les chiffres qu'on trouve aussi bien sous Nicolas Sarkozy que sous François Hollande. Et cela, je pense que c'est extrêmement important. Deux, on est beaucoup plus ferme, et les élus locaux notamment, ainsi que l'État déconcentré dans ses préfectures et ses sous-préfectures, doit être beaucoup plus ferme. Quand on apprend par exemple que devrait se tenir une journée dans un parc aquatique réservé aux femmes en burkini. Open Mirabeau. Voilà, Open Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Il va faire un arrêté d'interdiction. Je me demande si cet arrêté ne va pas être cassé par la justice. C'est un événement privé. Ah bah oui, c'est un événement privé où on nous explique que les femmes doivent être en burkini. Alors on a si vous voulez la publicité, donc elle doit être en burkini ou en djellab de bain, que c'est interdit aux hommes, c'est autorisé pour les femmes, les enfants et les garçons jusqu'à 10 ans. On est dans le communautarisme pur et dur. Mais comment fait-on face à cet événement qui est un événement d'ordre privé? Déjà, on s'intéresse à l'association qui l'a... Est-ce qu'on peut l'interdire? Est-ce qu'on doit l'interdire? On s'intéresse à l'association qui l'a monté. Est-ce que cette association qui est manifestement communautariste, une association de femmes à plein tube, communautariste à plein tube, de Marseille, oui, qui explique aussi sur son site qu'elle est là pour aussi apprendre la langue arabe, le Coran, etc. Est-ce que cette association reçoit des subventions publiques? Ce serait un scandale, mais il faut quand même chercher. Si c'est le cas, on coupe les subventions. Évidemment. Deux, on interdit ce genre d'événement. Moi, je suis désolé, il y a un risque de trouble à l'ordre public. C'est un événement purement communautaire. Même dans la sphère privée? Est-ce que le burkini, on se couvre de haut en bas, est favorable à l'hygiène publique? Je n'en suis pas certain. Mais puisqu'on demande dans les mêmes parcs de mettre des simples slips de bain, est-ce que le burkini est favorable à l'hygiène publique? Je n'en suis pas certain. Moi, il y a plein de raisons d'interdire cet événement. De droit. Si demain, le Front National fait un événement privé, réunit ses militants et a envie il ne se mettra pas en burkini. Il ne se mettra pas en burkini. Et ce ne sera pas interdit aux hommes. Bon, en fonction de ce que vous faites à l'intérieur de l'endroit que vous avez choisi, on peut venir vous dire non monsieur, c'est pas possible. Mais si le Front National fait cela, il le fait régulièrement, comme tous les partis, pour des meetings ou des universités d'été, il respecte la loi. Il respecte la loi de la République. Il n'y a rien de contraire à la loi, il n'y a rien de communautaire, il n'y a pas d'interdiction, etc., etc. Donc on voit bien qu'on est dans un autre cas de figure. Mais en réalité, ce sont des petits renoncements, là ça se voit, mais combien il y a de petites capitulations du quotidien, combien de fois on va autoriser des subventions publiques pour une mosquée, et en réalité parce qu'on y construira à côté un centre culturel, donc on contourne la loi de 1905, combien de fois on va accepter de subventionner des associations communautaristes. Alors, je veux dire, vous connaissez la méthode des frères musulmans? Oui. C'est toujours la même dans tous les pays. C'est infiltrer le corps social. En donc multipliant, ça y est, c'est fait pour vous. En multipliant les associations culturelles, sportives, etc., donc qui ont des nobles buts, de nobles objectifs présentés officiellement. C'est l'art de la dissimulation. En réalité, bien sûr, c'est de la dissimulation. Ce sont des associations communautaristes, islamistes, et qu'on laisse prospérer, et parfois même, trop souvent, qu'on subventionne pour des raisons clientélistes. Vous parlez de le clientélisme, c'est le cancer de la démocratie de la République. Ouais, vous parlez de subventions. Je voudrais qu'on en vienne à cette fondation pour l'islam de France. Jean-Pierre Chevènement tient la corde, manifestement, pour être à la tête de cette fondation, qui existe déjà quand même normalement depuis 2005. Il a le profil ou pas? Ça vous fait rire? Oui, parce qu'il y a déjà un désaccord là entre... la fondation est à peine mise sur pied ou annoncé qu'on a déjà un désaccord entre le président de la République et sa ministre, puisque Mme Rossignol, elle, voudrait une femme. Jean-Pierre Chevènement n'a pas effectivement cette qualité. Alors François Hollande défend Chevènement. Bon, Chevènement, à titre personnel, c'est pas le pire. Ça n'est pas le pire, c'est un homme qui a plutôt des principes républicains bien ancrés. Il a été ministre de l'Intérieur, donc ministre des Cultes, une petite connaissance, mais est-ce qu'il est légitime? Bien sûr, et puis il a des principes républicains assez solides. Oui. Le seul problème, c'est le principe même de cette fondation. D'abord, elle existe depuis 11 ans, 2005, créée par Dominique de Villepin. Bon, elle n'a jamais servi à rien, donc c'est une coquille vide. Elle était censée servir justement au contrôle du financement des mosquées. Ça, c'est mais on n'a pas besoin d'un financement, d'une telle fondation. L'État n'est pas là, l'État français ne doit pas organiser l'islam.
l'État français doit faire respecter la loi, point barre. Et il doit contrôler le financement des mosquées. Eh bien, ça veut dire des principes clairs, interdiction évidemment de tout financement public, direct ou indirect. Et là, il va falloir faire le tri, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, il y a beaucoup de clientélisme. Direct ou indirect. Oui, et interdiction de tout financement étranger. Interdiction de tout financement public, interdiction de tout financement étranger. Toutes les religions en France ont réussi à le faire. Eh bien, l'islam réussira tout autant. Il faut que ce soit les fidèles, et uniquement les fidèles, qui financent eux-mêmes leur lieu de culte d'une manière absolument claire. Et l'État doit veiller à faire respecter la loi, c'est-à-dire les prêches en français, et exclusivement en français, le respect systématique dans ces lieux de culte, dans ces mosquées, de la République, de la loi, de nos valeurs. Et évidemment, à partir de là, la laïcité sera respectée, c'est-à-dire liberté de culte, et en même temps, et évidemment, un culte qui ne soit pas contraire à la République. Hier, le gouvernement a présenté le texte, ça ne nous aura pas échappé, sur le prélèvement à la source. L'intention faisait... Attendez, je finis juste sur un point, parce qu'on nous avait dit qu'il n'y a pas de police de la pensée. Je voudrais quand même signaler qu'un livre qui devait sortir de M. Abdel Samad, de M. Ahmed Abdel Samad, qui s'appelle « Le fascisme islamique », et c'est un ancien frère musulman qui en est revenu, qui écrit maintenant là-dessus, qui devait sortir en France le 16 septembre. Eh bien, finalement, son éditeur a renoncé, alors qu'il est sorti en Allemagne, il est sorti au Royaume-Uni, aux États-Unis. Il ne sortira pas en France, en tout cas avec cet éditeur, parce que, évidemment, il y a des craintes derrière, ou même des craintes d'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème ne serait pas ceux qui tuent, mais l'instrumentalisation qui en serait faite éventuellement. Là, c'est un exemple de censure et d'autocensure dramatique. Un des exemples de capitulation dans notre pays. Il nous reste une minute. J'aimerais bien qu'on parle du prélèvement à la source. Ça arrive, 1er janvier 2018. L'intention faisait l'unanimité. Manifestement, plus on avance et plus on entend dire qu'il y a une manœuvre politique derrière pour fusionner peut-être l'IR et la CSG. Vous en pensez quoi, vous, Florian Philippot ? Moi, j'aimerais que la première réforme de l'impôt soit de l'alléger et de le rendre plus juste. Donc par un impôt sur le revenu progressif, comme un impôt d'ailleurs sur les sociétés progressives, pour que ça pèse moins sur les classes moyennes et populaires et moins sur les PME côté entreprise. C'était une promesse de François Hollande, c'est dans le programme du Front National, il faut le faire. C'est beaucoup plus important. Ça va être revu, manifestement. Oui, ça va baisser, après les élections, si vous votez bien, c'est ce qu'on nous a dit. Non, il faut le faire. Impôt sur les sociétés progressives, c'est-à-dire que les PME payent beaucoup moins et les grandes entreprises qui parfois ne payent pas d'impôts, elles doivent payer. Concernant la méthode de prélèvement, c'est donc un peu anecdotique par rapport, si vous voulez, à l'impôt lui-même, au poids de l'impôt. Nous sommes contre le prélèvement à la source, qui est d'abord une source de complexité énorme pour les petites entreprises, qui ne pourront pas s'en sortir aujourd'hui. C'est un problème pour la vie privée du salarié, parce que son employeur... Pardon ? Il va y avoir des garde-fous. Oui, il y aura le taux neutre qu'on pourra déclarer, mais rien que déclarer le taux neutre, c'est donc une indication que vous avez autre chose à côté, ce qui est quand même géant. Moi, je pense que le salarié a le droit d'avoir sa vie privée et ses revenus privés par rapport à son employeur. Et c'est un risque aussi d'augmentation de la fraude. Alors, nous n'avons pas besoin de plus de fraude fiscale, nous avons besoin de moins de fraude fiscale. Et ce n'est pas beaucoup plus de simplicité, puisqu'il y a déjà aujourd'hui 90% des déclarations qui sont pré-remplies et 73% des Français qui sont mensualisés. Donc, on voit que le gouvernement va dans le mauvais sens. Il faudrait revoir plutôt l'impôt, arrêter cette politique d'austérité imposée par l'Union européenne, celle que vient d'ailleurs de dénoncer très tardivement le FMI, celle qui nous impose toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts, en réalité pour toujours moins de services publics. Là aussi, si on ne pose pas cette question européenne, de la politique économique de l'Union européenne, de la politique de l'euro, alors on sera toujours condamné à plus d'impôts, et je crois que les Français sont en train de le comprendre. On verra ce que ça devient, cette histoire de prélèvement à la source. Merci Florian Philippot d'avoir été avec nous en direct sur RMC. Dans quelques minutes, vous avez la parole au 32-16.